Bonjour, je suis Elisa Famry, je travaille dans l'équipe Finance Durable de la Direction Générale du Trésor, une équipe de 6 personnes au sein du service de financement de l'économie. Et avec mon collègue Iban Olaondo, nous allons vous parler du cadre européen de finances durables. À travers la loi européenne sur le climat, des objectifs européens contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés, consistant dans une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et dans l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Afin d'atteindre ces objectifs, une transformation de l'économie européenne est nécessaire dans tous les secteurs, que ce soit le transport, la production d'énergie ou encore le bâtiment, ce qui représente des montants d'investissement massifs. Pour cela, un ensemble de stratégies sectorielles ont été publiées par la Commission, accompagnées d'un plan d'investissement. C'est ce qu'on appelle le Pacte vert, ou le Green Deal, annoncé en 2020 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Selon les estimations, l'Europe doit mobiliser 620 milliards d'investissements durables supplémentaires par an pour atteindre les objectifs du Green Deal d'ici 2030, dont 480 milliards d'euros d'investissements additionnels pour limiter le changement climatique. C'est beaucoup. Ces investissements additionnels représentent 2 à 3 points de PIB de l'UE par an entre 2021 et 2030. C'est une augmentation des investissements de 55% par rapport à la décennie précédente. Et le montant à mobiliser pour la transition, 1600 milliards au total, représente 40% des investissements totaux dans l'Union européenne en 2022. Pour la France en particulier, les besoins d'investissement sont estimés à 66 milliards additionnels par an, dans un rapport de Jean Pisani-Ferry remis à la Première ministre Elisabeth Borne en mai 2023. La mobilisation des capitaux privés représente un potentiel important d'investissement vers la transition, comme rappelé récemment par le rapport remis par Enrico Letta en avril 2024 aux chefs d'État européens sur l'approfondissement du marché unique. En effet, les marges des finances publiques sont contraintes et les niveaux d'endettement élevés. La nécessité de combler le déficit de financement pour la transition a conduit à une mise en place d'un cadre réglementaire encourageant l'allocation de capital vers des projets et entreprises durables. Cela permet le respect des engagements internationaux pris par l'Union européenne, et notamment de l'accord de Paris, dont l'article 2.1c énonce que l'ensemble des flux financiers, privés comme publics, doivent être alignés avec les objectifs de réchauffement limités à 1,5 degré. L'essentiel de ce cadre réglementaire est aujourd'hui composé de réglementations européennes. Cela s'explique assez simplement, car cela permet de bénéficier d'un cadre harmonisé en Europe et de standards et outils communs, qui favorisent l'intégration des marchés européens de capitaux et facilitent le financement à l'échelle des besoins. En 2018, puis en 2021, la Commission a ainsi publié des plans d'action finances durables, dont l'objectif consistait dans une réorientation des flux financiers privés vers les investissements durables et de transition, une plus grande transparence pour améliorer la prise de décision en matière économique et financière, et 3. Une meilleure gestion des risques de durabilité. En Europe et en France, nous avons la profonde conviction que la première étape est d'établir un écosystème de données extra-financières comparable et granulaire. À ce titre, le secteur public a un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration de normes sur la publication d'informations sur les performances environnementales et la définition d'objectifs et de critères de durabilité. En effet, il est nécessaire que les entreprises communiquent des données fiables, pertinentes et comparables sur les aspects climatiques et plus largement environnementaux. Depuis 2019, l'Union européenne a développé un cadre réglementaire reposant sur 3 piliers, ayant trait premièrement à l'introduction de standards de durabilité à travers le règlement taxonomie, qui classifie l'ensemble des activités durables sur le plan environnemental, et le standard EU Green Bond Standard, qui fixe un standard européen pour les obligations vertes, cohérent avec les critères de la taxonomie européenne. Deuxièmement, à la transparence sur la performance extra-financière des entreprises, à travers la réglementation CSRD. Et troisièmement, à la transparence sur la performance extra-financière des produits financiers via SFDR. Ce corpus réglementaire a été adopté entre 2019 et 2023 et l'ensemble du système de reporting sera mis en application dès 2025 avec l'entrée en vigueur de la CSRD. La taxonomie fournit une définition commune et objective de la durabilité pour chaque activité critique au niveau européen. La taxonomie classifie les activités économiques selon leur contribution à 6 objectifs environnementaux. L'atténuation du changement climatique, deuxièmement l'adaptation au changement climatique, troisièmement l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, quatrièmement la transition vers une économie circulaire, cinquièmement la prévention et le contrôle de la pollution, et pour finir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Les actes délégués du règlement taxonomie énumèrent les activités éligibles par objectif de la taxonomie en fonction de leur potentiel d'amélioration ou de contribution à un des objectifs. Une activité est dite éligible à la taxonomie dès lors qu'elle est citée comme telle par la taxonomie.
Pour être alignée, une activité doit vérifier les critères de contribution substantielle à au moins un des 6 objectifs, vérifier les critères de Do No Significantly Harm qui permettent d'assurer que cette dernière ne cause pas de dommages importants pouvant remettre en cause l'atteinte de l'un des 6 objectifs, et respecter des garanties sociales minimales liées aux droits de l'homme et au respect des conventions internationales. Une entreprise, pour faire son rapportage taxonomique, doit calculer la part de son chiffre d'affaires, de ses capex et de ses dépenses d'exploitation, issues d'activités respectivement éligibles et alignées à la taxonomie. Le reporting taxonomique s'applique aux entreprises non financières pour lesquelles les critères viennent d'être présentés, mais aussi aux acteurs financiers qui doivent calculer la part de leurs actifs liés à des activités éligibles et alignées à la taxonomie, à travers la publication d'un ratio d'actifs verts. L'obligation du rapportage sur l'alignement à la taxonomie s'applique dès 2023 sur l'exercice 2022 pour les entreprises non financières et de 2024 sur l'exercice 2023 pour les entreprises financières. La directive CSRD prévoit la publication par les entreprises à partir de 2025 et suivant un calendrier progressif d'informations robustes et comparables sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités. C'est un élément décisif pour la transition de nos économies, car elle permettra de lever les asymétries d'information qui nuisent à la prise de décision des acteurs économiques, tels les investisseurs, les consommateurs ou les entreprises donneuses d'ordre. Avec ces informations, les mécanismes de marché pourront mieux servir les objectifs de la transition, notamment par une meilleure prise en compte des risques et des externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Les états de durabilité prévus par CSRD seront publiés dans le rapport de gestion des entreprises. Les entreprises concernées seront à terme toutes les entreprises cotées sur un marché réglementé, les grandes entreprises au sens de la directive comptable européenne et certaines entreprises de pays tiers. Les informations présentées concerneront les activités qui entrent dans le champ de la consolidation financière de l'entreprise. Les European Sustainability Reporting Standards, ESRS, définissent les normes d'information applicables. Elles portent sur le changement climatique, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité, les ressources, les politiques salariales, les travailleurs dans la chaîne de valeur, les groupes sociaux affectés, les consommateurs et pour finir la gouvernance de l'entreprise. Pour chaque enjeu de durabilité, l'entreprise présente les impacts, risques et opportunités qui y sont liés et leur prise en compte dans le modèle d'affaires des entreprises. Toutes les informations sont soumises à une analyse de matérialité, c'est-à-dire qu'elles ne sont publiées que lorsqu'elles sont liées à un impact significatif sur l'environnement ou les groupes sociaux, ou à des risques et opportunités sur la situation financière de l'entreprise, dans une logique de double matérialité, par opposition à une matérialité qui serait limitée aux impacts financiers. Les ESRS définissent également des normes pour les plans de transition climatique des entreprises, qui doivent comprendre les cibles mais aussi les leviers de décarbonation et les moyens financiers alloués. Les ESRS constituent ainsi autant un outil d'évaluation de l'action des entreprises que de valorisation et de pilotage stratégique. La directive s'appliquera à terme à plus de 50 000 entreprises, c'est-à-dire toute entreprise cotée sur un marché réglementé dans l'Union européenne, les grandes entreprises non cotées, c'est-à-dire dépassant à la date de clôture de leur bilan 2 seuils parmi les 3 suivants, 250 salariés, 25 millions de total de bilan ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires net, et enfin elle s'appliquera à certaines sociétés non européennes. La transparence au niveau des produits financiers sur leurs caractéristiques extra-financières est indispensable à la redirection des flux financiers et à la lutte contre le greenwashing. Au niveau européen, le règlement SFDR encadre l'information de durabilité des produits financiers et des institutions financières. Le règlement SFDR s'applique aux sociétés de gestion, d'assurance, aux banques pour leurs activités de gestion d'actifs et aux produits qu'elles distribuent. Les produits qui ont des caractéristiques ESG doivent fournir dans la documentation précontractuelle et périodique des informations sur les facteurs ESG qu'ils prennent en considération, le pourcentage d'investissement durable qu'ils réalisent, selon une définition de l'investissement durable qui leur est propre, et sur d'éventuelles cibles exprimées en pourcentage de portefeuille alignés à la taxonomie. Le règlement SFDR introduit 2 catégories de produits ESG servant à déterminer le niveau de transparence attendu. Les produits article 8 qui ont des caractéristiques ESG, par exemple des exclusions, et les produits article 9 qui ont un objectif ESG clair et doivent investir 100% de leur portefeuille dans des investissements durables. Ces catégories de produits qui n'ont pas été conçus comme des labels ont été utilisés comme tels par le marché, ce qui a favorisé les pratiques d'éco-blanchiment. En effet, le règlement SFDR ne définit pas de critères objectifs permettant de valider l'appartenance à la catégorie 8 ou 9, la notion d'investissement durable n'étant par exemple pas définie précisément. En termes de poids des produits articles 8 et 9 dans l'ensemble des encours sous gestion en Europe,
Les fonds article 8 représentent la majorité des encours sous gestion, avec 55,5% contre 41% pour les fonds article 6, c'est-à-dire sans caractéristique de durabilité, et 3,5% de fonds article 9. Le règlement SFDR comporte également des exigences de transparence au niveau de l'entité sur la prise en compte des risques ESG, sur la prise en compte des externalités négatives et sur 18 indicateurs quantitatifs ESG à l'échelle de l'entité, calculés sur l'ensemble des portefeuilles gérés. Parmi ces indicateurs, on compte les émissions de gaz à effet de serre, l'exposition au secteur fossile, l'exposition à des armes controversées notamment. Le règlement MIFID encadre la manière dont les produits financiers ESG sont présentés aux épargnants par les conseillers financiers et les distributeurs de produits d'investissement. Ces derniers doivent structurer leur questionnaire ESG autour de l'appétence de leurs clients pour 3 indicateurs: l'alignement à la taxonomie, la prise en compte des principales incidences négatives et le pourcentage d'investissement durable. Les clients sont ensuite orientés vers les différents produits d'investissement en fonction de leurs exigences de performance sur ces 3 critères. Au niveau national, l'article 29 de la loi énergie-climat complète les exigences de transparence de SFDR en demandant aux institutions financières des informations détaillées sur leur stratégie d'alignement aux objectifs internationaux et leur politique de gestion des risques liés au climat et à la biodiversité. Comparé au règlement SFDR, l'article 29 LEC couvre un périmètre plus large d'acteurs grâce à des seuils d'application plus bas et pose des questions sur la stratégie des sociétés de gestion, alors que le niveau entité de SFDR se concentre sur des indicateurs chiffrés avec une dimension narrative moindre. Au-delà des dispositifs de transparence sur les produits financiers, une standardisation des instruments financiers durables émerge à travers l'adoption au niveau européen d'un standard européen de Green Bond appelé EU Green Bond Standard, adopté en 2023. Il fixe comme critère d'alignement du produit de l'obligation à la taxonomie, modulo une poche de flexibilité de 15% pour certains types d'activités et impose un niveau minimal de transparence sur l'allocation du produit de l'obligation grâce à un rapport d'allocation qui sera audité. Afin de rassurer les épargnants, l'État français a également mis en place plusieurs labels sur les fonds d'investissement qui garantissent le respect de critères environnementaux à travers le label ISR, propriété du ministère de l'Économie et des Finances, et le label Greenfin, propriété du ministère de la Transition écologique. Si vous investissez dans une assurance vie depuis la loi Pacte de 2019, votre assureur a dû vous proposer d'investir dans un fonds ISR ou Greenfin. Ces critères sont consultables sur les sites lelabelisr.fr et sur ecologie.gouv.fr et garantissent depuis cette année que vos investissements dans ces fonds ne financeront pas les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ni celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage de pétrole ou de gaz. Dernier pilier de la finance durable, l'accès aux données de qualité par les acteurs financiers représente un pilier essentiel, mais moins médiatisé, du bon fonctionnement du cadre réglementaire. L'accès à des données environnementales de qualité est un enjeu de taille pour les acteurs financiers. En effet, il s'appuie sur de nombreuses données publiées par les entreprises pour intégrer des informations dans leur propre système d'information ou de notation, ou font appel à des acteurs externes qui leur fournissent des évaluations ou des estimations de la performance de durabilité des entreprises. Par exemple, MSCI, Carbone 4 et T-Finance. L'accessibilité des données ESG qui sont publiées par les entreprises grâce à la CSRD sera renforcée, car elles seront toutes disponibles et centralisées sur le European Single Access Point, ESAP, à partir de 2028. Cela permettra un traitement automatique par les acteurs financiers, plutôt que de recenser les informations disponibles dans les PDF. Nous avons également cherché à renforcer la qualité des notations présentes sur le marché. Ainsi, l'Union européenne a adopté un cadre de transparence sur les méthodologies des notations ESG des entreprises en février 2024, sur lesquelles s'appuient les investisseurs dans leurs décisions d'allocation, ce qui permettra d'améliorer la qualité des données présentes sur le marché. Il s'appliquera dès 2026. Un autre domaine d'action de la part des pouvoirs publics est la bonne appréhension des risques liés au changement climatique. Les autorités financières, que ce soit les ministères ou les superviseurs des acteurs financiers, cherchent donc à mieux évaluer et gérer les risques liés au climat. On classifie généralement ces risques en 2 catégories, les risques physiques et les risques de transition. Le risque physique est le plus facile à comprendre. C'est le risque qui découle directement du changement climatique, dû à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques, par exemple les dommages liés à l'augmentation du niveau de la mer ou aux sécheresses. Le risque de transition est plus difficile à saisir. En Europe, le concept de transition s'appuie notamment sur la mise en œuvre du pacte vert, qui doit permettre une réduction de la consommation d'énergie fossile permettant d'accélérer la baisse tendancielle des émissions de gaz à effet de serre.
Les politiques sectorielles et les outils développés dans le cadre de cette stratégie intègrent notamment des dispositions qui renchériront le recours aux combustibles fossiles. Exemple, via l'intégration de secteurs économiques supplémentaires au sein du système de quotas carbone européen, ou qui imposent dans certains secteurs la sortie des combustibles fossiles. C'est le cas de l'automobile avec la fin de la commercialisation des véhicules thermiques en 2035. La capacité des acteurs économiques à anticiper les évolutions réglementaires et les conséquences de la transformation de l'économie vers une économie bas carbone et à les intégrer dans leur modèle d'affaires est en jeu. En cas de mauvaise anticipation par les acteurs économiques et les acteurs financiers, des risques financiers peuvent émerger. Ce sont les risques de transition. La réglementation prudentielle, qui encadre la gestion des risques par les acteurs financiers, a commencé à prendre en compte ces différents risques. Depuis 2023, les banques européennes doivent se montrer transparentes sur les risques environnementaux auxquels elles font face et doivent, dans ce cadre, indiquer la part de leurs expositions à des secteurs à fort impact climatique, que ce soit le charbon, le pétrole, l'aluminium. Dans 2 ans, la réglementation obligera les banques à mettre en place un plan de transition associé à la gestion de ces risques et renforcera le pouvoir des superviseurs qui pourront exiger la modification de ces plans si nécessaire. Enfin, des travaux sont en cours au niveau international, européen et français pour mieux quantifier le risque climatique et évaluer si un traitement prudentiel avec des impacts en capital est pertinent, ce qui rendrait les prêts aux entreprises exposées aux risques climatiques plus coûteux. Par ailleurs, de nombreuses organisations internationales, qui regroupent des législateurs ou des superviseurs financiers, travaillent à une meilleure compréhension de ces risques afin d'adopter une approche harmonisée au niveau mondial. C'est le cas notamment du Conseil pour la stabilité financière, FSB en anglais, ou du Réseau pour le verdissement du système financier, NGFS, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. En conclusion, le cadre réglementaire sur la finance durable, bien qu'encore récent, représente une opportunité significative pour les entreprises. Il leur permet d'attirer des financements nouveaux et de se positionner stratégiquement pour contribuer aux objectifs de réduction d'émissions formulés par l'Union européenne. En répondant aux exigences de transparence et en démontrant la crédibilité de leur stratégie de transition, les entreprises pourront ainsi gagner la confiance des investisseurs et accéder à de nouvelles sources de financement. Pour les acteurs financiers et les investisseurs, ce cadre offre également une meilleure visibilité sur les risques liés au changement climatique auxquels font face les entreprises, ainsi qu'une meilleure compréhension de la performance environnementale des entreprises et des produits financiers. Cela permet ainsi une meilleure allocation des flux financiers grâce à des décisions d'investissement plus éclairées et alignées avec des objectifs de durabilité à long terme. Ce cadre est en cours de mise en œuvre, si bien que ses premiers effets commencent seulement à être perceptibles. Les premiers reporting taxonomie datent de 2023, les premiers rapports de durabilité seront produits en 2025. Il appartient désormais au marché de s'en saisir avec le soutien des pouvoirs publics qui chercheront à renforcer la facilité d'utilisation du cadre et à améliorer la capacité du cadre à rediriger les flux financiers vers la transition. C'est pour cela qu'au niveau national, le ministère de l'Économie et des Finances a lancé l'année dernière une structure de coordination avec le secteur privé, entreprises, acteurs financiers notamment, et le secteur public, afin de faciliter le développement de solutions concrètes pour la transition, visant à mobiliser l'épargne privée et renforcer la mobilisation de grandes entreprises en faveur de la transition. Cette instance est le Comité de financement de la transition écologique. Elle s'appuie sur le cadre réglementaire mis en place et vise à promouvoir des solutions aux besoins de financement spécifiques identifiés pour l'économie française.